Suite de la série de dossiers consacrés à l'endroit du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Ce soir, nous sommes sur le terrain des acquis de la justice malienne. Pour nous en parler, nous serons dès l'entame de cette édition avec Garibou Pérou. Journée internationale de la sage-femme, 27e édition. Le chef du gouvernement a présidé l'ouverture des travaux. Choguel Kokalamaïga rend hommage à celles qu'il appelle les Amazones. L'édition 2024 a pour thème Sage-femme, une solution vitale pour le climat. Les valeurs de la citoyenneté assimilées pour mieux être vulgarisées à travers le pays, c'est la mission de la première cohorte Feu Adama Samasekou du programme intitulé à l'école de la citoyenneté. Après 15 jours de formation, ces jeunes sont appelés à être de véritables bâtisseurs et défenseurs de la nation dans un Mali Kouroua unifié, tolérant et stable. Les ministres maliens et burkinabés du développement social au chevet des déplacés et réfugiés de nos deux pays à Faladje, en commune 6 du district de Bamako, avec la remise de dons en vivre et non-vivre. Une autre vision de la politique de l'Alliance des États du Sahel, être au plus près de ces populations dans le besoin. Samedi, 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bonsoir. En 3 du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Ce soir, nous sommes sur le terrain des acquis de la justice malienne. Pilier de l'état de droit, la justice malienne, hier décriée à tort ou à raison, se modernise aujourd'hui. Cette modernisation au profit des justiciables et acteurs du justice est visible tant au plan institutionnel qu'organisationnel. En moins de 5 ans, elle a équipé, doté, réhabilité et construit des infrastructures répondant aux normes internationales. Voyons les réformes majeures de la justice dans ce reportage signé Garibou Pérou, Adama Kamara. Conformément aux orientations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, entame un ambitieux programme. Il déploie toutes les forces et moyens mis à sa disposition pour une justice capable de lutter efficacement contre les maux qui minent notre développement. La justice, à l'image de l'armée, a amorcé sa montée en puissance. Et nous sommes en train de poser des actes qui vont tracer de manière durable la conduite de l'action au niveau de la justice. Sous le prisme pragmatique du ministre Kassogué, on constate du point de vue réalisation, la construction ou réhabilitation d'infrastructures, la dotation en équipement et moyens roulants capables d'insuffler une dynamique dans les secteurs de la justice. Nous avons, dans ces cadres-là, pu améliorer l'état des infrastructures du ministère de la Justice à travers la construction des juridictions, la réhabilitation des maisons d'arrêt, à travers l'acquisition de matériel roulant pour les différents services pour faciliter la mobilité. Et nous avons aussi pu réaliser la maison de l'avocat. En termes de réforme institutionnelle, nous avons créé beaucoup de nouvelles structures, notamment le pôle national économique et financier. Nous avons aussi créé le pôle national de lutte contre la cybercriminalité en réponse à une forte demande des assises nationales de la refondation pour prendre en charge les différentes déviations que nous pouvions enregistrer sur le cyberespace. Nous avons créé l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués qui est en train d'être opérationnelle. Il s'agit à travers cette agence d'aller au recouvrement des avoirs criminels. À côté de cela, nous avons créé l'École nationale d'administration pénitentiaire et d'éducation surveillée. Nous avons aussi surtout adopté les projets de code pénal et de code de procédure pénale. Là, il s'agit vraiment de réformes majeures, de réformes qu'on peut qualifier de générationnelles, parce que le code pénal et le code de procédure pénale sont des documents particulièrement importants dans la vie d'une nation, parce qu'ils déterminent la limite de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. Et s'ils sont adoptés, ils devraient régenter la vie de nos concitoyens sur les 20-30 prochaines années. Et on ne s'est pas arrêté là.
Il faut dire que nous avons répondu à la sollicitation des Maliens établis à l'extérieur qui avaient des difficultés par rapport aux documents d'état civil. Cela nous a amené à modifier le code des personnes et de la famille pour leur permettre d'accéder beaucoup plus facilement aux documents d'état civil. La modernisation de la justice est une des priorités du garde des Sceaux. C'est pourquoi on se rend compte que le programme d'amélioration s'étend sur les droits de tous les citoyens, y compris ceux en situation de détention et de condamnation. La maison d'arrêt de Kenyoroba, il faut rappeler qu'elle a été réalisée à hauteur de plus de 11 milliards de francs CFA sur le budget national. Et c'est une infrastructure très moderne, donc, qui offre toutes les commodités donc, d'une prison aux standards internationaux. L'État a construit une maison d'arrêt d'une capacité de 2500 détenus à Kenyoroba. Avec ses partenaires, ils ont construit un quartier de haute sécurité à Dioula pour une capacité de 200. Le dernier quartier de haute sécurité qui a été construit, c'est dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Kilkoro. Il est arrivé des moments que c'est sur des mototaxis, des tricycles, et souvent même à pied, et souvent avec les agents, les moyens personnels des agents, qu'on arrive à amener les gens à l'hôpital, les conduire devant le tribunal. Ça appartient pour le passé. Avec la forte volonté politique du président de la transition, nous avons pu réaliser des logements d'astreinte donc pour le personnel de la surveillance et de l'éducation pénitentiaire. Donc au niveau des Bolets, donc 6 villas ont été construites et gracieusement remises par le président de la transition. Et au-delà de cette réalisation, il faut dire qu'au niveau de l'Institut national de formation judiciaire, donc nous avons construit une cité d'hébergement. Une cité d'hébergement a été construite qui permettra donc à certains auditeurs de pouvoir loger à ce niveau et suivre leur formation de façon correcte. L'institution de la Semaine nationale de la justice, la relecture du code pénal et du code de procédure pénale, la présentation du rapport national dans le cadre de l'examen périodique universel, l'adoption des lettres circulaires, le renforcement du contrôle interne à travers l'inspection des services judiciaires, les nominations et les affectations des magistrats, le renforcement des effectifs de la Cour suprême, l'installation solennelle des chefs de juridiction et des parquets des cours d'appel de Bamako, Kayes et Mopti sont entre autres actions pour accompagner la dynamique du changement. Nous avons mis en place la Semaine de la justice. Donc c'est une innovation qui permet aux différents acteurs de la justice pendant cette période de venir évoquer les différentes réalisations qui ont été faites. La loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est une des réformes majeures vu le contexte dans lequel se trouve notre pays. La corruption et les infractions assimilées et le terrorisme sont en train de faire beaucoup de dégâts dans notre pays. On ne peut pas accepter que certains individus se permettent de s'accaparer des ressources importantes alors que beaucoup d'autres n'ont même pas le minimum nécessaire pour mener une vie correcte. L'appropriation des symboles de l'État demeure aussi une priorité. C'est la raison pour laquelle les services techniques ont élaboré la charte graphique d'harmonisation et d'uniformisation pour garantir l'utilisation correcte des symboles. La Semaine nationale d'harmonisation des symboles de l'État que nous avons organisée, une belle initiative du président de la transition qui a toujours souhaité que les Maliens puissent connaître les différents symboles, qu'ils puissent les respecter. Nous avons traduit cela en activité et durant une semaine, donc un bréviaire est établi. Nous attendons la production du rapport qui permettra de traduire en actes concrets les différentes recommandations formulées.
La volonté d'avoir une justice moderne au service des citoyens est aujourd'hui perceptible avec des programmes de formation. La mise en œuvre de ces programmes a permis le recrutement des magistrats, des greffiers et secrétaires de greffe, des personnels des services pénitentiaires, des avocats et auxiliaires de justice, des notaires et huissiers commissaires. Nous avons effectué des recrutements au niveau des magistrats, 200 magistrats recrutés, et 125 surveillants de prison, 120 greffiers en chef, le tout vraiment dans la transparence la plus totale. D'un point de vue général, les autres professionnels sont tous unanimes aujourd'hui que la justice malienne gagne en prestige. En toute objectivité, le garde des Sceaux, je lui tire le chapeau. Parce que j'ai vu en lui cet engagement volontaire, que je dirais même volontariste. Il fait de son mieux à mettre les choses qu'il faut, et c'est là de façon presque concertée avec les autres acteurs. L'armée monte en puissance. Je pense aussi que la justice, comme l'autre pendant, augmente en prestige. Nous sommes disposés à travers notre ligne Bingani Kunafoni, donc, qui est mise en place au niveau de l'inspection des services judiciaires, à prendre en charge toutes les demandes, toutes les réclamations qui sont faites et à les traiter de manière convenable. Croisade contre les pratiques néfastes comme les surfacturations, les conflits d'intérêts, la corruption, j'en oublie volontiers, auront désormais les réponses adéquates avec le projet de code pénal en cours d'examen et la traque des terroristes, des délinquants financiers et des cybercriminels au niveau des pôles judiciaires spécialisés. Bienvenue donc dans un Mali doté d'une justice moderne, débarrassée de toute forme d'impunité. Nous allons rester avec nos hommes en toge. Ils ont désormais une maison commune, plus de 15 ans après la pose de la première pierre de la maison des avocats du Mali. Les travaux du chantier sont enfin arrivés à terme. C'est le constat fait par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme lors de sa visite sur le site. En attendant sa réception officielle, la maison des avocats du Mali ajoutera un plus au rôle du barreau malien dans son travail dans l'architecture judiciaire du Mali. À la fin de cette visite, le ministre n'a pas caché sa joie de voir ce rêve enfin réalisé, nous dit Mamadou Fane. Bientôt, le barreau du Mali sera logé dans du neuf. Après près de 2 décennies d'arrêt des travaux du chantier de la maison des avocats, le nouveau siège du barreau est enfin achevé. Il a fallu un sérieux coup de pouce des autorités de la transition pour voir l'œuvre se réaliser. Quand le président de la République s'intéresse à quelque chose, donc moi, citoyen, une entreprise, il ne fait qu'accélérer les travaux. Je me suis mis au travail pour que les travaux puissent avancer. Avant la réception officielle de ce bâtiment, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a visité le nouveau siège du barreau. Une visite qui a permis d'apprécier les travaux réalisés grâce au soutien financier du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Après une exécution à hauteur de 20%, il y a eu une interruption sur 15 longues années. Donc il a fallu tout le leadership et la clairvoyance du président de la transition pour que les travaux puissent reprendre. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que nous sommes à 100% de réalisation des travaux avec toutes les réserves levées. Et donc nous avons un bâtiment qui est prêt à l'emploi. Il n'attend que d'être réceptionné, équipé et puis exploité. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter et remercier l'architecte, l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage, les bureaux de contrôle et l'AGETIP qui en a assuré la maîtrise d'ouvrage déléguée. Avec ces sièges, les autorités de la transition montrent ainsi leur engagement à réunir toutes les conditions pour une justice saine et indépendante au Mali. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la sage-femme. Le Premier ministre en personne a présidé en fin d'après-midi hier vendredi l'ouverture des travaux de la 27e édition de la Journée internationale consacrée aux dames en rose. Dr Shogel Kokala Maïga a saisi cette occasion pour rendre hommage à celles qu'il appelle les Amazones. Pour cette édition, le thème international choisi est sage-femme, une solution vitale pour le climat. Aliou Touré et Mamari Koné nous informent également de la présence du ministre burkinabé en charge du JAR et de la présidente des sages-femmes du Sénégal. Reportage.
Des notes musicales de l'ensemble instrumental pour rendre hommage à toutes les sages-femmes du Mali. La célébration de la Journée internationale de la sage-femme le 5 mai vise à mettre en lumière l'importance du travail accompli et les sacrifices consentis par cette couche socio-professionnelle. Cette 27e édition a pour thème international « Sage-femme, une solution vitale pour le climat ». Quant au thème national « Crise humanitaire et santé maternelle et néonatale », quel rôle pour la femme? Il vise à mettre l'accent sur le vécu de la sage-femme à cette période de crise multidimensionnelle. Cette crise touche également les pays voisins les plus proches et provoque une vague de mouvements de population d'ordre interne et externe. Ces thèmes seraient traités en long et en large dans les diverses communications par les experts durant les journées scientifiques. Développés et expliqués en s'appuyant sur les exemples concrets de l'intervention des sages-femmes dans les camps des déplacés à travers tout le Mali, les différents rôles que les sages-femmes jouent dans l'amélioration de la santé maternelle et néonatale en période de crise, le cadre de l'amélioration des indicateurs de santé maternelle et néonatale, la promotion de la planification familiale, l'amélioration des compétences professionnelles des futures sages-femmes. Au nom des partenaires techniques et financiers, le représentant résident de l'UNFPA au Mali a rappelé les actions posées en vue de faciliter le travail des sages-femmes. Le Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires, avec l'appui du Grand-Duché du Luxembourg, de la Banque mondiale à travers le programme Suède, ont appuyé le gouvernement du Mali pour déployer plus de 500 sages-femmes, dont un 5e dans des régions humanitaires, là où les besoins des femmes étaient les plus criants, à savoir en milieu rural. En investissant sous le leadership du ministère de la Santé et du Développement social dans leur formation, dans leurs conditions de travail, en améliorant l'accès et la qualité des soins fournis, on investit dans l'avenir du Mali. Pour sa part, le ministre de la Santé et du Développement social a tout d'abord salué les sages-femmes du Mali pour leur contribution à la lutte contre la mortalité infantile et néonatale avant de réaffirmer la disponibilité du gouvernement. J'aimerais dire ici avec force que l'amélioration de la santé du couple mère-enfant demeure encore un défi pour notre système de santé. Et pour réussir ce combat noble, je voudrais témoigner ici la disponibilité des plus hautes autorités du Mali, Son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui soutiennent mon département dans la politique de zéro décès maternel et néonatal. Cette 27e édition sera mise à profit, dira le Premier ministre, pour échanger sur les problématiques fondamentales. Dr Choguel Kokala Maïga a par ailleurs déclaré que cette célébration coïncide avec l'entroi de la rectification de la transition avant de rendre hommage aux sages-femmes du Mali. Il faut que nous pensions à la préservation de la paix, à tous les acteurs qui y participent. Et les sages-femmes, vous n'êtes pas bien militaires, mais en réalité, vous êtes des combattants au front. Partout où il y a les enfants, il y a les sages-femmes. Heureuse coïncidence, nous célébrons aujourd'hui dans cette même salle l'entroi de l'investiture du président de la transition. Et c'est pourquoi je m'en voudrais si je ne vous demande pas, chères sages-femmes, et par-delà à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, de vous joindre à moi pour prier pour les autorités de la transition, pour saluer la bravoure de nos forces armées de sécurité qui ont restitué à notre peuple la dignité, la souveraineté, mais surtout la confiance. Le premier acte de sécurisation d'un enfant, c'est sa mère et les sages-femmes. Donc vous êtes des soldats au front. Vous êtes habillés en civil, vous êtes dans vos blouses, mais en réalité vous êtes en train de faire la guerre contre la mort, qui est le premier ennemi de l'homme. Des distinctions de reconnaissance ont été décernées à certains partenaires de l'Association des sages-femmes du Mali, comme le parrain de la cérémonie, le Dr Choguel Kokala Maïga, PSI Mali, l'OMS,
l'Ordre des sages-femmes et le Fonds des Nations Unies pour la population. Le Premier ministre a ensuite visité les stands d'exposition confectionnés à l'occasion de cette journée. En marge de la cérémonie, le docteur Choguel Kokala Maïga a reçu en audience le ministre burkinabé de la Solidarité nationale, de la Réconciliation nationale du genre et de la famille, Nandi Soumé Diallo. Au centre des échanges, les questions d'intérêt au sein de l'Alliance des États du Sahel. Des États du Sahel, justement, encore plus près de ces populations, dans le besoin, remise de dons aux déplacés maliens ou réfugiés du Burkina Faso au Mali. Ces dons est notamment composé de vivres et de non-vivres, une initiative du gouvernement burkinabé soutenue par celui du Mali. La cérémonie de remise s'est déroulée à Faladje, en commune 6 du district de Bamako. Retrouvons le reportage de Tchemaro Konaté. Le ministre burkinabé de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille au chevet des déplacés et des réfugiés en terre malienne. Une solidarité gouvernementale initiée par le président de la transition de ces pays frères, le capitaine Ibrahim Traoré. Le don est composé d'une quantité importante de vivres, de nattes et de couvertures et devra contribuer à atténuer tant soit peu les difficultés que vivent les bénéficiaires. La République sœur du Mali héberge environ 54 089 Burkinabés à la date du 31 mai 2024. La délégation que je conduis est venue traduire la solidarité du gouvernement aux réfugiés burkinabés, leur apporter soutien et réconfort et surtout saluer l'hospitalité et la fraternité du peuple malien à l'endroit de leurs frères et sœurs burkinabés. Au nom de l'ensemble des réfugiés burkinabés, nous vous remercions pour ces gestes salutaires de remise de vivres dont nous sommes bénéficiaires, illustrant l'attention que porte le Burkina Faso à l'ensemble de ses citoyens. Malgré les conditions difficiles qui ont suscité notre déplacement, nous ne sommes jamais sentis étrangers en terre malienne. Cette action humanitaire est soutenue par la partie malienne qui a elle aussi apporté une contribution. Le médecin colonel Assa Badialo Touré est donc un terrain bien connu pour avoir mené dans un passé récent une action similaire au Burkina Faso. Précision de taille, ces réfugiés ne sont pas des réfugiés, ils sont tout simplement des déplacés. Le Mali et le Burkina Faso faisant partie de l'Alliance des États du Sahel. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de la République du Mali, avec à leur tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, chef de l'État, vous rassurer que nos frères burkinabés qui ont été contraints de traverser les frontières par les effets du terrorisme pour se retrouver au Mali ont quitté un quartier pour un autre. Car nos peuples aspirent désormais au seul et même destin avec la Fédération des États du Sahel. Cette remise des dons, poursuit le ministre Touré, illustre à suffisance l'excellence des liens de fraternité séculaire entre les deux pays. Parlant du retour des déplacés et des réfugiés, des actions sont en cours, rappelle son homologue du Burkina Faso, qui précise que plus de 700 000 personnes ont déjà regagné leur localité d'origine. En attendant le retour définitif de la paix et de la stabilité, l'hospitalité légionnaire restera de mise ici au Mali comme au Burkina Faso. Oui, le Djetia malien, l'Organisation mondiale de la santé offre pour environ 50 millions de francs CFA de matériel et de médicaments à la région de Ségou, précisément aux personnes déplacées internes. Le représentant de l'OMS a fait le déplacement. Il était sur le site des déplacés de Sébougou, nous disent à nos correspondants sur place, Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Mali, en venant à Ségou, apporte le soutien de son organisation aux personnes déplacées internes, des lots de matériel et médicaments avec une clinique mobile. Il s'agit d'apporter une assistance humanitaire aux personnes affectées par la crise, améliorer les conditions de travail des prestataires de soins et rendre disponibles et gratuits des médicaments aux postes médicaux avancés. La donation coûte à l'OMS près de 50 millions de francs CFA. Le premier lot est fait de 2 tentes médicales mobiles climatisées de plus de 20 mètres carrés. Le deuxième lot est composé de 3 groupes électrogènes, dont 2 de 13 kVA. Le troisième lot est le stock de médicaments essentiels et consommables. Par ces gestes, l'Organisation mondiale de la santé vient de réitérer son engagement
constant à accompagner les efforts du gouvernement. Ces équipements ainsi offerts vont sans le doute contribuer à offrir des meilleurs soins avec gratuité des médicaments, une réponse aux besoins d'assistance humanitaire au Mali. La mise à disposition des médicaments et d'équipements va contribuer à améliorer les conditions de traitement et surtout de résilience des personnes déplacées internes. J'engage enfin les structures bénéficiaires de ces médicaments à en faire un usage judicieux et efficient pour l'amélioration des conditions de vie des populations en général et celles de nos populations déplacées internes en particulier. En marge de cette donation, une visite du site des personnes déplacées internes de Sébougou. Ici, le représentant de l'OMS a pu constater de visu les conditions de vie et d'insertion de ces personnes déplacées internes estimées à 573 âmes. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, dans ce communiqué, informe suite à des informations parues dans la presse relatives à l'installation d'usines clandestines. Le ministère de l'Industrie et du Commerce informe donc la population qu'une mission de contrôle de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence s'est rendue sur les lieux le vendredi 31 mai 2024. La mission avait pour objet de faire des investigations pour identifier d'éventuelles unités de production et vérifier leurs documents d'autorisation d'exercice. Les dites investigations ont permis de constater l'existence de 2 unités de production en pleine activité sans aucune autorisation préalable d'ouverture délivrée par les autorités techniques compétentes. Le ministre rassure la population que les dispositions sont en cours pour appliquer les sanctions prévues en la matière et de lutter contre de telles pratiques. Autre grand titre de ce journal, l'école de la citoyenneté ferme ses portes. Après 15 jours de formation sur les valeurs de la citoyenneté pouvant permettre aux jeunes d'être des bâtisseurs et des défenseurs de la nation. Cette première cohorte du programme baptisé Feu Adama Samasikou a pour véritable mission au nom de la nation tout entière, de vulgariser à travers le pays les notions du Mali-Croix unifié, tolérant et stable. Aridjouma Tiena pour plus de détails. Après 2 semaines d'intense formation et d'apprentissage sur plusieurs documents en lien avec la construction civique et citoyenne, la première cohorte du projet à l'école de la citoyenneté mise en œuvre par le département en charge de la jeunesse s'engage à être des citoyens modèles au service de la nation. Vous avez su éveiller en nous la conscience citoyenne, le sens de la civilité et l'heureux, la volonté positive de construction. Nous avons acquis de nouvelles connaissances et repartons avec des bons comportements, le sens des responsabilités, le plus grand attachement à notre patrie, un développement promoteur pour un Mali-Croix meilleur. Venus des différentes communes du district de Bamako et de l'intérieur du pays, la première cohorte des apprenants aux valeurs citoyennes peut se targuer d'être honorée de porter le nom de Feu Adama Samasikou qui, durant son parcours, n'a cessé de s'investir pour promouvoir les valeurs citoyennes et patriotiques. Tout comme le parcours d'Adama, ce programme de formation et d'éducation citoyenne, tel qu'il est décrit dans sa note conceptuelle, est, je cite, mise en œuvre à travers une approche holistique englobant à la fois l'éducation, la participation à l'engagement civique, ainsi que la promotion des valeurs de tolérance, de diversité et de respect mutuel. Chers apprenants, vous avez appris, vous avez compris, et nous attendons de vous des actes forts, un esprit patriotique fort, que vous soyez des défenseurs de la nation. Vous avez pris le nom de quelqu'un comme parrain, vous avez pris un acharné du travail, vous avez pris un amoureux du pays, vous avez pris un acteur qui est toujours au front pour servir son pays. Le programme à l'école de la citoyenneté est un important vecteur de rassemblement et d'éducation qui vient à point nommé. Ce programme permet de prendre en compte tout ce qu'il y a comme activité de refondation et implémenté par le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, dans sa vision de refonder le Mali. Donc forcément, ce programme, c'est un pilier important de cette refondation. Et en tant que ministre de la Réconciliation, je me trouve au cœur de ce processus de refondation parce qu'il s'agit de refonder, de réformer, de reformater un nouveau Malien
et un nouveau Malien apaisé en paix avec lui-même. Cette première cohorte-là n'est que le début. Parce que périodiquement, nous allons ouvrir des nouvelles périodes. Nous voulons créer cette masse critique de jeunes qui sont responsables, dynamiques, des jeunes qui comprennent leur rôle dans la société, des jeunes qui ont un éveil de conscience, cet esprit de patriotisme, mais surtout des jeunes qui vont défendre leur nation. Ayant reçu un éveil de conscience au terme de la formation, les premiers participants à l'école de la citoyenneté devront être des relais dans leurs communautés respectives à vulgariser des valeurs citoyennes pour un changement de comportement et de mentalité. Célébration de la fête nationale du Canada ici à Bamako. Le ministre des Affaires étrangères et le nouvel ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, ont rappelé ensemble les liens qui unissent les deux pays et les éventuelles coopérations à fructifier à travers divers domaines. Benoro Fofana, Gaussou Touré pour le compte-rendu. 1868-2024. Cela fait 156 ans que le Canada célèbre sa fête nationale. Cette année, la cérémonie a été anticipée pour plusieurs raisons. Célébrer chaque 1er juillet, le Canada Day, un jour de fierté nationale pour le peuple canadien. Autour de l'ambassadeur du Canada au Mali, la fête a réuni bon nombre de diplomates des pays amis. La fête du Canada est une opportunité de mettre en lumière la richesse de notre histoire, de notre territoire, de notre diversité culturelle et ce qui unit le peuple canadien au monde. Parmi ces liens avec le monde, il faut souligner la relation étroite entre les peuples maliens et canadiens. On le voit à travers l'importante diaspora malienne vivant au Canada. Plus de 5 décennies, le Mali et le Canada entretiennent des relations d'amitié. Cette coopération est encore au beau fixe et la présence des entreprises canadiennes au Mali, malgré la crise multidimensionnelle, en est une belle illustration. Au nom des plus hautes autorités du Mali, pour adresser au peuple du Canada, mais aussi au gouvernement du Canada, nos plus sincères vœux pour la prospérité et le bonheur de ce peuple ami. Je note également avec intérêt, Monsieur l'ambassadeur, que le Mali demeure parmi les pays de concentration de la coopération canadienne et j'espère que nous allons pouvoir continuer à cheminer ensemble pour pouvoir faire avancer cette coopération bilatérale. Au cours de la fête nationale du Canada, la projection vidéo de plusieurs témoignages a permis aux invités de comprendre la coopération canadienne dans les différents secteurs du développement au Mali. Plus de 150 de nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire du retour au Bercail. Pourquoi ce rapatriement? Le ministre des Maliens établi à l'extérieur à l'accueil à la Tour de l'Afrique nous donne plus d'explications. On fait le point avec Almouzer Alkanissa Yatara. Ces Maliens de retour en provenance de la Côte d'Ivoire ont fait 2 jours de route. Ils sont arrivés ce vendredi matin, transportés par 2 bus. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et toute son équipe étaient là à l'accueil de 22h jusqu'à leur arrivée à la Tour de l'Afrique aux environs de 6h du matin. À 22h jusqu'à 6h du matin. Donc vraiment on remercie Monsieur le ministre, on remercie le gouvernement de transition. Dès le début des événements de Port-Boué à Abidjan, événements qui ont concerné nos compatriotes, notamment ceux qui sont dans les marchés à bétail et ceux qui vivent dans les habitations riveraines. Donc c'est suite à cette situation que le président de la transition a instruit de prendre toutes les dispositions pour que nos compatriotes qui désirent rentrer, qui ont exprimé le désir de rentrer au Mali, rentrent dans les meilleures conditions. Le ministre a tenu également à expliquer aux compatriotes de retour que ces événements malheureux ne sont pas une cible particulière. Ces événements se sont produits dans un contexte d'une décision souveraine d'un pays frère, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de déguerpissement engagé dans ce pays-là depuis des mois. J'ai surtout voulu expliquer à nos compatriotes qui sont arrivés que ce qui est arrivé, ce qui leur est arrivé, ne sont pas une cible particulière, ça concernait tous ceux qui vivent sur cette zone-là. Après ce conseil prodigué par le ministre Moussa Agataher, des enveloppes symboliques ont été remises aux 150 Maliens arrivés de la Côte d'Ivoire. Il a aussi rappelé que des mesures sont prises pour le retour
d'autres Maliens. Région de Tombouctou, des éléments de la 2e compagnie en formation d'aguerrissement. Idrissa Goulou Sissoko nous en parle. Par cette visite, l'autorité régionale voulait s'enquérir des conditions de travail des éléments de la 2e compagnie qui sont en formation d'aguerrissement au camp de l'ex-MINUSMA. Cette formation a pour objectif de permettre aux hommes d'être réactifs face aux attaques terroristes. L'initiative de cette formation vient des rétextes de 2023. Les attaques terroristes de 2023 qui ont secoué le secteur 3, notamment au niveau de la base de Niafunké, de Léré, aussi à Charan. Et après le rétexte de ces incidents, avec l'état-major, nous sommes convenus qu'il y a la nécessité d'ouvrir un centre et l'opportunité d'ouvrir un centre, mais aussi de faire venir des formateurs pour l'agressement de nos hommes. Et cette formation, effectivement, permet au-delà de l'agressement de créer beaucoup de cohésion entre les hommes, l'accoutumance au feu. Après avoir assisté à une séance de tir et visité les installations, le chef de l'exécutif régional s'est dit impressionné par le travail effectué par les éléments et les conditions dans lesquelles les installations laissées par la MINUSMA sont entretenues. Dans un premier temps, pour nous montrer le travail abattu par l'équipe d'évaluation du matériel de la MINUSMA qu'il a bien voulu mettre en place après le départ de la MINUSMA. Et dans un second temps, rendre une visite aussi aux éléments qui sont en formation, les éléments de la 2e compagnie qui sont en formation avec les éléments de BAPS. La visite s'est bien passée au niveau du camp. Nous avons visité et trouvé que tout le matériel laissé par la MINUSMA ont été bien entreposés, bien stockés. Et à ce niveau, il n'y a vraiment rien à dire. Nous avons été vraiment émerveillés de constater l'engagement non seulement des éléments de la 2e compagnie, et également aussi celui des éléments BAPS qui sont venus pour leur formation. Voyons ensemble ce geste de bonne citoyenneté à encourager. Il nous vient des 10 communes du cercle de Kolokani. Ces élus ont remis au gouverneur de la région de Koulikoro 9 millions de francs CFA, une mobilisation locale en guise de contribution volontaire des populations. Djemba Moussa Konati nous en parle. Près de 9,5 millions de francs CFA, c'est le montant de la contribution volontaire de la population du cercle de Kolokani aux efforts de guerre. L'enveloppe a été remise au gouverneur de Koulikoro le vendredi 7 juin 2024, qui à son tour a remis l'argent au commandant de la place d'armes de Koulikoro. Ce geste hautement symbolique témoigne de l'engagement de la population de Kolokani à soutenir les autorités de la transition dans leur souci constant de protéger les personnes et leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Nous traversons aujourd'hui une période difficile de notre histoire. Si une population contribue de cette manière, de façon volontaire, vraiment ce geste est à saluer. Je tiens à rassurer les populations que déjà à travers leur reconnaissance des efforts des plus hautes autorités de la transition, que cette somme sera mise déjà à la disposition des unités des forces armées maliennes engagées à travers la région pour assurer évidemment la sécurité du cercle de Kolokani et d'autres cercles de la région. Le commandant de la place d'armes en fera bon usage, ça je n'en doute pas. Ce geste fait suite à celui de la commune rurale de Sanankoroba il y a tout juste quelques mois. Nous souhaiterions également que d'autres cercles et d'autres collectivités fassent autant, parce que c'est un signe de résilience et de reconnaissance à l'endroit des efforts des autorités de la transition. Sagabala, Wolodo, Tchorebougou, Nankon, Sebekoro 1, Massantola, Guioyo, Nonsombougou, Didieni et Kolokani sont les communes qui ont contribué à cet effort de guerre.
Encore un geste de solidarité dans ce journal. Dans le cercle de Koulikoro et à Banamba, l'ONG Tassag, en partenariat avec le Centre du roi Salman pour le secours et de l'action humanitaire d'Arabie Saoudite, offre des forages aux populations de Massantola et du Guégouin. La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence de Oumarou Diarra, ancien ministre du Développement social. Le commentaire est signé Kassim Diallo. Les habitants du village de Massantola et Guégouin dans la région de Koulikoro ont désormais accès à l'eau potable. L'inauguration des deux forages multifonctionnels à Massantola, à Koulikoro et dans les cercles de Banama à Guégouin. L'objectif est de permettre aux populations des deux villages de s'approvisionner en eau potable et mener des activités génératrices de revenus. Au total, nous allons faire 48 ouvrages similaires à ce qu'on va inaugurer aujourd'hui dans la région de Sikasso, Ségou, Koulikoro, Gao et dans le district de Bamako. Cet ouvrage est financé par le Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Actuellement, nous sommes à plus de 80% de réalisation. Ces deux adductions d'eau sont réalisées par l'ONG Tassat en partenariat avec le Centre du roi Salman pour le secours et action humanitaire de l'Arabie Saoudite. L'ONG Tassat, c'est une organisation non gouvernementale qui a mis en place ce projet dans le sens d'accompagner nos mamans qui sont dans le besoin. À travers l'eau potable, nous sommes à l'abri de toutes maladies liées à l'insalubrité. La réalisation de ces forages répond aux besoins cruciaux de la population des villages de Massantola et Guégouin dans les cercles de Koulikoro et Banamba. Une manière de contribuer au développement socio-économique de la zone. Deuxième édition de la Journée nationale de la pomme de terre. L'interprofession pomme de terre du Mali se penche pour cette édition sur les enjeux et contraintes liées à la multiplication de semences locales au Mali et à la problématique autour des importations, retrouvant depuis Sikasso, Moustapha Doumbia et Taïrou Konati. Cette deuxième édition de la Journée nationale de la pomme de terre est placée sous les thèmes enjeux et contraintes liées à la multiplication des semences locales au Mali et la problématique autour des importations. C'est un cadre d'échange et de discussion initié par l'interprofession de la pomme de terre qui a saisi l'occasion pour rappeler quelques difficultés de la filière en 2024. La chaleur a affecté toute la chaîne de valeur pomme de terre au Mali. De Kaï à Kidal, comme vous le savez, toutes les régions du Mali cultivent la pomme de terre maintenant. Notre potentiel est énorme, les producteurs sont là, le marché est propice, mais le changement climatique effrite toutes nos ambitions face à nos objectifs. L'édition 2024 de la Journée nationale de la pomme de terre enregistre la participation des acteurs venus de l'intérieur du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et du Niger. L'espace de 2 jours est marqué par des expositions de produits à base de pommes de terre et des conférences sur la multiplication des semences, les changements climatiques, les énergies renouvelables et la transformation de la pomme de terre. Dans le cadre du PAFA 2, je voudrais citer, entre autres, quelques activités du CRPT Sikasso. Appui à la production et vulgarisation des semences de pommes de terre produites localement. Contribution à la mise en place de matériel de démonstration dans les groupes de transformatrices. Appui aux opérations de commercialisation et marketing. Mise en place d'une équipe de conseil et d'assistance technique aux producteurs composée de 35 personnes. Dotation de 264 relais en semences et fertilisants organiques pour la mise en place des parcelles de démonstration. Je m'empresse de vous signaler que l'espoir est permis cette année avec les offices. Il s'agit principalement de l'Office du Niger, de l'OPIP, de l'ORES, de l'OMB, j'en oublie volontiers, qui s'engagent dans la production de pommes de terre en contre-saison. La visite des chambres froides de conservation des semences locales de pommes de terre, la montée des couleurs et la remise des attestations à des personnalités ont constitué d'autres temps forts de la cérémonie de lancement. Bientôt, la tenue des journées écologiques à Sibi, une initiative de l'ONG Energian. Son président a justement animé une conférence de presse pour mettre en lumière les potentialités écologiques du Mali, particulièrement de la localité de Sibi, et aussi parler de quoi seront meublées ces journées qui vont se dérouler courant juillet 2024. Youssouf Diakité, Barakou Maïga, reportage.
L'ONG Énergia Mali, toujours mobilisée pour les causes environnementales, organise les journées écologiques de Sibi courant mois de juillet 2024. L'annonce est faite à la faveur de cette conférence de presse. Il s'agit de faire découvrir par le grand public les potentiels en matière de tourisme écologique à Sibi, accompagner les femmes pour la mobilisation des ressources pour leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus. L'ensemble de la population a apprécié à sa juste valeur cette journée écologique dans la commune rurale de Sibi. Donc on ne peut que se réjouir et remercier vivement l'ONG Énergia et notamment sa promotrice, Madame le ministre, pour avoir pris cette initiative quand même. Nous souhaitons vraiment conscientiser le maximum de personnes par rapport à la cause environnementale. Comme vous savez, quand on parle de gestion des ressources naturelles, ça englobe beaucoup de choses. Et l'homme, malheureusement, ne tient pas suffisamment compte de l'habitat. Au niveau de la zone, les constats sont un peu amers. Il y a beaucoup de déforestation, il y a beaucoup de coupe de bois, il y a beaucoup de pollution, et entre autres. Et vous savez, il y a les feux de brousse. Même il y a 2 jours, nous partions au niveau de Sibi, il y a des feux de brousse. Donc les problèmes sont là, ils sont visibles. À travers des actions de plaidoyer lobbying, des thématiques seront particulièrement développées à l'attention de la population sur l'importance de la biodiversité dans notre vie de tous les jours. Rendez-vous en juillet. Le programme Voice, qui veut dire voix en français, prend fin cette année après 8 ans d'activité au Mali, mis en œuvre par Oxfam. Il avait pour principale mission de faire entendre la voix des personnes vivant avec un handicap. Un événement final dénommé Douba Domba a été organisé par les membres du dit programme afin de partager les leçons apprises et véhiculées durant ces 8 années. Soumaou Aïdara, compte rendu. Le programme Voice vient en aide aux personnes vivant avec un handicap, discriminées et ou marginalisées pour faire entendre leur voix. Après 8 ans, un événement final dénommé Douba Domba se tient pour permettre à tous les détenteurs de droits, notamment les bénéficiaires du programme, de se réunir pour faire le point du chemin parcouru. Voici programme Voice, je ne suis plus assise à la maison sans rien faire. J'ai pu mener beaucoup d'activités. L'objectif, c'est vraiment permettre aux partenaires de montrer ce qui a été appris, ce qui a été réalisé. The Voice, c'est vraiment une grande famille. Les membres de la grande famille peuvent s'éparpiller. Mais lors des grands événements, particulièrement, on se retrouve. Ce programme est mis en œuvre au Mali par Oxfam, un mouvement mondial qui lutte contre les inégalités pour mettre fin à la pauvreté et à l'injustice. De son lancement en 2017 à nos jours, le programme Voice a travaillé avec plus de 50 associations et ONG nationales. Cette approche collaborative a permis non seulement de renforcer l'estime de soi chez les détenteurs de droits les plus marginalisés et discriminés, mais aussi d'influencer les politiques et programmes en faveur des personnes en situation de handicap. À rappeler que Voice existe dans 10 pays d'Asie et d'Afrique. Nous avons ce communiqué. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, informe la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Zul-Hijja ou Selibakalo n'a été aperçu le jeudi 6 juin 2024 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Zul-Hijja ou Selibakalo débute au Mali le samedi 8 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, la fête de l'Aïd el-Kébir ou Célibat sera célébrée le lundi 17 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Je répète encore une fois, Célibat sera célébré le lundi 17 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Et justement, Hajj 2024, tous les pèlerins de la filière gouvernementale sont maintenant à la Mecque. Ils ont accompli les rites de la Umrah. Nos envoyés spéciaux, Brahima Koulibaly, Ousmane Fabougouri Traoré et Nouhoum Sissoko nous font le compte-rendu. À la fin de leur séjour dans la cité religieuse du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, les pèlerins maliens de la filière gouvernementale ont pris la direction de la Mecque, une autre grande cité sainte de l'islam. Dès leur arrivée, ils ont accompli les rites de la Umrah. Tous les pèlerins maliens
dans la filière gouvernementale sont arrivés à la Mecque. Ils font la Umrah. Et quand on parle de la Umrah, cela veut dire prendre l'intention et porter la tenue et venir dans la Kaaba, faire les 7 tours et après les 7 tours de Safa et Marwa et couper les cheveux. Et c'est ça qui représente la Umrah. Parmi les 3 types de Hajj, les pèlerins maliens effectuent celui appelé Tamatou, où le pèlerin choisit de faire sa Umrah avant son Hajj. La Umrah est considérée comme un pilier des genres de Hajj que nos pèlerins accomplissent. Ils sont tous finis de faire la Umrah. Donc maintenant, on attend les Hajj qui commencent les vendredis prochains par la grâce d'Allah. Qu'Allah bénisse notre chère patrie et qu'Allah accepte tous nos œuvres. En attendant le début des rites du Hajj, les pèlerins maliens participent activement aux 5 prières quotidiennes à la grande mosquée Al-Masjid Al-Haram, ou mosquée sacrée, qui accueille des millions de fidèles. On va souhaiter un bon pèlerinage à tous les pèlerins. Et on va souhaiter la bienvenue également à Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir Niali Traoré, bonsoir tout le monde. Merci de me rejoindre sur ce plateau du 20h week-end. Alors, nous allons commencer par le hippisme, le Grand Prix de la Nation. 80e édition quand même, Abdul Karim Kaba. Sera couru demain au champ hippique de Bamako. Le Grand Prix de la Nation en hippisme est l'équivalent de Coupe du Mali dans les autres disciplines. Au Mali, c'est la plus vieille des coupes nationales. Eh bien, cette année, elle est à sa 80e édition. Qu'est-ce que le Grand Prix? Comment ça va se passer? Élément de réponse avec le secrétaire général de la Fédération malienne de sport équestre et de hippisme, Afo Samba Kone. C'est la Coupe nationale au niveau du hippisme. Donc c'est un événement phare pendant lequel les jockeys sont primés, les lauréats, et puis où on remet les distinctions aussi aux différents. Le Grand Prix de la Nation, c'est à l'attention de toutes les ligues, de tous les propriétaires de chevaux. Donc ils payent l'engagement, ils engagent les chevaux, donc ils peuvent obligatoirement, il faut être licencié au niveau d'une ligue. C'est le titre phare, donc c'est recherché par tous les acteurs au niveau du hippisme. Un entraîneur qui gagne le Grand Prix de la Nation, ça représente quelque chose pour son palmarès. La même chose que pour un jockey aussi ou un propriétaire de cheval. Nous appelons réellement notre public. Demain, il y aura une très belle fête ici. Vous avez vu, aujourd'hui, c'est l'introduction seulement. Donc demain, il y aura une très belle fête. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que nous avons pratiquement la deuxième audience sportive du pays, après le football. Donc on invite tout le monde, la fête sera très belle. Samba Afokone, secrétaire général de la Fédération malienne de hippisme et des sports équestres. Eh bien, le Grand Prix de la Nation concerne les meilleurs chevaux du pays dans toutes les catégories. Pour la 80e édition, le Grand Prix de la Nation sera couru donc en 2 jours. D'abord, cet après-midi, le champ hippique de Bamako, il y a eu 5 courses, notamment 3 pour les petits chevaux et 2 courses chez les demi-cracks. Demain dimanche 9 juin, il y aura 3 courses, une pour les 100 améliorés, les 100 purs et les Grands Prix proprement dit chez les cracks. Le Grand Prix de la Nation récompense également le meilleur dans le domaine de la discipline, notamment le meilleur jockey, le meilleur entraîneur et le meilleur cheval. Et ça commence à quelle heure, Abdul Karim À partir Kaba? de 15h30. Voilà, et le secrétaire général vient d'appeler les Maliens à venir prendre part à ce grand événement sportif. Donc nous allons continuer avec du basketball. La 13e journée du championnat national de première division a démarré cet après-midi, Abdul Karim Kaba. Tout à fait, cette 13e édition a démarré. Eh bien, c'était donc dans la salle Salamatou Maïga, au Palais des Sports Salamatou Maïga. Donc, chez les hommes, Atra Club de Kidal a dominé le Sigui Dekaï 86-70. L'AS Police et le Stade malien de Bamako seront aux prises, à partir de 21h. Sur le tableau féminin, le match AS Police et Stade malien de Bamako, victoire donc du Stade malien de Bamako 94-74. Calaban Sport Club, centre Bintou Damele de Koulikoro, Calaban Sport Club l'emporte par 99-65. Cette 13e journée prendra fin demain
dimanche avec 4 rencontres, parmi lesquelles le derby, l'Estral de Bamako et le Djeliba Athletic Club. Un mot de football avant de terminer. Bien sûr, allez-y. Voilà, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Après le match Mali-Ghana, tous les regards sont tournés vers Madagascar, Mali délocalisé à Johannesburg, en Afrique du Sud, à l'occasion de la 4e journée dans le groupe I. Le match Madagascar-Mali est prévu pour donc mardi 11 juin 2024 à partir de 13h, heure de Bamako. Eh bien, pour l'instant, le Mali est 4e au classement avec 4 points. Derrière les trios à 6 points, Madagascar, Ghana et Comores. Alors, c'est tout, Abdul Karim Kaba? C'est ce qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations. Je vous retrouve demain. Inch'Allah. Merci. Alors, voilà, chers téléspectateurs, c'est qu'on pouvait retenir de l'actualité en ce samedi. Mais restez avec nous dans nos programmes à suivre le 3e numéro de 100% Jeunes avec l'infatigable mannequin. Notre star maison est avec ce soir les artistes Fatim Diabaté, alias Haut-de-Gamme, Dr Keb, Tisha Voice, Lildou, Seydouché, Boulbi BG et il y aura d'autres surprises. 100% Jeunes, le divertissement en temps plein ici sur ORTM1. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée de télévision avec nous et on dit un grand merci à nos téléspectateurs de Koulikoro, Kolokani, Kangaba et de Kenyoroba. Bonsoir à tous.